Bonjour à toutes, donc, je suis Anne Relegal, donc, comme ça a été introduit tout à l'heure, je suis donc à la fois enseignante-chercheuse à l'EHESP, donc l'École des hautes études en santé publique, dans le département des sciences en santé environnementale, et également membre du Haut Conseil breton pour le climat que je vais brièvement aussi vous introduire dans ma présentation. Donc, pour préparer cette intervention, j'ai eu plusieurs échanges également avec les organisateurs et j'ai choisi en fait de structurer ma présentation en différents points. Donc, avec tout d'abord une présentation du Haut Conseil breton pour le climat, donc la composition, nos missions et nos activités, puisque nous sommes une instance scientifique relativement jeune de 2 ans. Ensuite, je vais entrer un peu plus dans le sujet de l'état des connaissances scientifiques sur le changement climatique en vous partageant un certain nombre de messages clés et de chiffres clés, donc en vous apportant un certain nombre d'éléments sur les tendances observées, les conséquences des différents scénarios de réchauffement et donc au niveau mondial, national et voir ce qu'on sait aussi pour la Bretagne. Et puis vous montrer aussi l'ensemble des conséquences potentielles sur l'environnement et sur la santé. Ensuite, je vais faire un focus sur les principaux impacts potentiels du réchauffement climatique sur la santé de façon directe et indirecte. Et pour cela, je vais m'appuyer sur une représentation graphique qui permet en fait aussi d'illustrer la complexité des liens, mais aussi de vous donner à voir où sont nos nombreux leviers d'action et repositionner aussi les acteurs de santé. Je terminerai ma présentation par, en tout cas, une ouverture sur les réflexions de quelques leviers pour réduire les impacts du changement climatique, notamment les impacts liés à la santé. Et je conclurai par quelques messages clés, mais qui pourront être largement ensuite développés. Alors, je commence par le Haut Conseil breton pour le climat. Donc, le Haut Conseil est une instance qui regroupe 20 scientifiques de différentes disciplines. Donc, vous avez ici un ensemble de disciplines représentées. Donc, on est aussi bien, on a des géographes, des biogéochimistes, des sociologues de l'environnement, et donc la santé est également représentée. Et donc c'est un conseil consultatif qui est indépendant et qui a été initié à la suite de la BRAISCOP en 2017 par la région Bretagne. Et à la suite de cette BRAISCOP, en fait, il y a eu une co-construction de ce haut conseil pour pouvoir constituer cette instance, donc qui a été officiellement mise en place depuis février 2022. Donc parmi quelques chiffres clés, on a quand même, on insiste bien sur le fait qu'on est une instance indépendante, donc on est libre des sujets et des thématiques que l'on veut investiguer, mais on a quand même également un objectif de pouvoir donner des avis sur un certain nombre de politiques régionales mises en place à l'échelle de la Bretagne. Et donc on a aujourd'hui également un site internet dédié qui a pris un nouveau format depuis quelques mois. Donc je vous invite vraiment à aller le consulter puisqu'on met à disposition un certain nombre d'informations et de connaissances sur les questions de réchauffement climatique. On a également un budget dédié et notamment 1,5 ETP qui est mis à disposition au niveau de la région pour nous aider à animer ce haut conseil. Et un dernier point aussi, c'est sur le fait qu'en fait, on travaille en étroite collaboration et en articulation avec d'autres instances bretonnes existantes, notamment le Césaire, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, l'ORS, etc., l'Agence bretonne de la biodiversité et le CRECEB. Donc finalement, ce haut conseil vient en fait se rajouter à l'ensemble des Grecs qui se déploient au niveau national. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, ça correspond finalement à des mini-GIEC en région. Donc notre objectif, on a tous des fonctionnements un peu différents, mais on essaye de s'organiser aussi en réseau pour pouvoir aussi échanger sur des bonnes pratiques et des conseils entre nous. On s'inspire beaucoup finalement du travail qui est mené aussi au niveau national par le Haut Conseil pour le climat, puisque finalement on est une déclinaison régionale de ce Haut Conseil pour le climat.
En termes de nos activités 2022-2024, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est donc amené à donner des avis sur un certain nombre de politiques portées au niveau régional. Et aujourd'hui, en fait, on a à disposition, donc tout ce que je vous montre ici est disponible sur notre site internet. On a émis des avis donc, sur la stratégie régionale d'adaptation au changement climatique, sur l'évaluation climat du budget du Conseil régional, sur la stratégie régionale des transitions économiques et sociales, et le dernier avis en date portait sur le plan régional santé-environnement, donc l'année dernière. Parmi les différents groupes de travail de ce Haut Conseil, donc on a un groupe de travail plus spécifiquement sur la question du littoral, puisque une des spécificités de la Bretagne, c'est d'avoir un trait de côte très important et donc d'être soumis au risque de la montée des eaux. Un groupe spécifique sur l'agriculture, qui est aussi une des spécificités de notre région. Un groupe plus dédié à la formation, avec l'enjeu justement de participer à l'acculturation et à la formation d'un large nombre d'acteurs du territoire, que ce soit les professionnels, mais également les lycées et les collèges. Un travail plus spécifique aussi sur les transformations, l'idée derrière étant de bien comprendre où sont les freins et les leviers à opérer des transformations pour faire en sorte que les questions climatiques soient vraiment au cœur des préoccupations et s'inscrivent de façon plus systématique dans les réflexions des différentes décisions. Donc on est également amené à répondre aux différentes sollicitations médiatiques et en parallèle, on travaille tous les ans aussi sur un bulletin, donc le bulletin annuel. Donc vous en avez une représentation sur la gauche à l'écran. Donc on a tous les ans donc un bulletin dédié sur des thématiques spécifiques. Donc le premier bulletin a été publié en mars 2023 et se concentrait essentiellement sur l'année 2022 qui était donc une année exceptionnelle et peut-être annonciatrice des situations futures. Le bulletin 2024 s'est concentré plus spécifiquement sur le littoral breton face aux défis climatiques. Et actuellement, nous sommes en train de préparer notre prochain bulletin à paraître donc en mars 2025 sur la thématique de l'agriculture. En parallèle de tout ça, on organise également des forums climat et territoire tous les ans. Donc on en a organisé donc, en lien avec les thématiques de nos bulletins. On a organisé donc, en 2023 le premier forum à Lorient, le deuxième sur le littoral s'est déroulé à Brest et le prochain sur l'agriculture va se dérouler en mai 2025, donc exactement, ça sera le 14 mai prochain. Donc voilà quelques informations sur le Haut Conseil breton et puis je vous invite, comme je disais tout à l'heure, à aller visiter notre site internet puisqu'on est amené aussi à relayer un certain nombre d'éléments importants sur les enjeux du changement climatique, notamment en Bretagne. Je vous propose maintenant de rentrer dans la suite de mon intervention qui concerne plus spécifiquement du coup l'état des connaissances. Donc pour vous faire un petit peu un état des connaissances scientifiques sur le sujet, mais effectivement, avant, il me semblait aussi important, peut-être rapidement, de clarifier quelques concepts, parce que ce n'est pas peut-être toujours évident pour tout le monde, notamment la différence entre le climat et la météo. Donc, ici, se rappeler, garder bien en tête que finalement, le climat, donc c'est vraiment, il faut le voir comme une description statistique des conditions météorologiques moyennes sur une longue période, allant de plusieurs décennies à des siècles. Et en général, en fait, on travaille sur des séries annuelles de 30 ans. Et le climat est largement influencé par une série de paramètres, dont la circulation atmosphérique, la circulation océanique, le relief et l'énergie solaire reçue par la surface de la Terre. La météo, du coup, on est plus sur une évaluation du temps qu'il fait ou qu'il va faire à très court terme, donc dans les jours ou les semaines passées ou à venir, et elle se définit par des valeurs instantanées et locales de la température, des précipitations, de la pression, de la nébulosité, etc. Donc on voit bien qu'il y a une échelle temporelle différente entre ces deux notions. La notion des gaz à effet de serre, donc pour rappel, donc ce sont des gaz qui piègent la chaleur dans l'atmosphère et qui contribuent
au réchauffement climatique. Et parmi les principaux GES, donc la vapeur d'eau, que je n'ai pas cité ici puisque c'est un phénomène plutôt naturel, mais les principaux GES dus aux activités humaines sont le CO2, donc dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote et vapeur d'eau, si je l'ai cité. Et sachant que tous ces gaz à effet de serre sont émis par différents secteurs, notamment les transports, l'agriculture, l'industrie, etc., etc. Autre notion, donc les deux dernières notions, c'est donc changement climatique qui correspond à une modification significative et durable des conditions climatiques mondiales, qui sont causées principalement par les activités humaines, donc notamment les émissions de gaz à effet de serre que j'ai présentées avant. Et la spécificité du réchauffement climatique, c'est une augmentation progressive de la température moyenne de la Terre, résultant de l'accumulation de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui a de nombreuses conséquences sur différents systèmes physiques et biologiques de notre environnement. Et c'est ce que je vous propose maintenant de présenter. Alors, en termes de messages clés, donc on a tout d'abord un réchauffement avéré et provoqué par les activités humaines indéniables. Et on sait que nos actions aujourd'hui pour respecter l'accord de Paris ne sont pas assez ambitieuses. Deuxième message clé, donc tout ça je vais les détailler, c'est de garder en tête que finalement on sait que le réchauffement climatique ou le changement climatique va impacter de façon directe et indirecte la santé. Et aujourd'hui, on dispose en tout cas de plus en plus de données probantes sur les risques et notamment les mécanismes et les différentes voies d'exposition à ces impacts. Donc, dans le 6e rapport du GIEC, donc, il est clairement mentionné que le rythme de réchauffement récent est sans précédent depuis au moins 2000 ans et que le réchauffement est provoqué sans équivoque par les activités humaines à travers les émissions de gaz à effet de serre. Donc, sur ce graphique, ce qu'on peut voir, en fait, c'est, si vous regardez le graphique de droite, en fait, ce sont du coup des observations, des augmentations de température. Et en fait, sur ces modèles-là, on peut dire en fait que nous sommes capables de reproduire le réchauffement observé seulement si nous prenons en compte les activités humaines, ce qui prouve bien la cause des activités humaines dans le réchauffement climatique. Et effectivement, les facteurs naturels seuls, comme les émissions dues aux volcans et les variabilités internes, ne sont pas responsables du réchauffement depuis donc 1850. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que si l'on considère les 10 dernières années, la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de 1,1% depuis les années 1850 et retenir que la hausse des températures est encore plus rapide sur les continents et en Europe et notamment en France, comme en Bretagne où elle a atteint 1,3 degré. Donc on voit bien qu'on réfléchit au niveau global, mais qu'au niveau local, il peut y avoir des disparités assez importantes, et notamment le continent européen, la France et l'Europe et la Bretagne subissent des réchauffements plus importants que la moyenne annoncée. Alors, si nous continuons à émettre des gaz à effet de serre, la température, par effet, va continuer à s'élever. Donc, comme je l'ai dit, on a déjà subi un réchauffement de 1,1 degré entre 1850 et 2020. Et selon l'accord de Paris, en fait, qui visait à mettre en place un certain nombre de politiques au niveau des différents pays qui ont signé cet accord, pour essayer de maintenir en fait un réchauffement à 1,5 degré, en tout cas en dessous des 2 degrés. Or, d'après les dernières estimations ou évaluations, nous ne sommes pas du tout sur la bonne voie pour limiter le réchauffement à 1,5 ou même 2 degrés. On est plutôt au niveau mondial sur une trajectoire de réchauffement à plus 3,2 degrés, d'après les dernières estimations qui ont été relayées dans le rapport. Donc on n'y est pas du tout, il y a encore beaucoup de travail. Et même récemment, donc pour ceux qui ont suivi l'actualité, l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée et c'est la première année à dépasser le seuil de 1,5 de réchauffement climatique qui se traduit par effet de conséquence, par une augmentation des événements extrêmes que je détaillerai tout à l'heure. Alors,
ce graphique pour aussi illustrer que finalement, pour l'instant, en tout cas en termes de trajectoire des émissions de gaz à effet de serre, on continue toujours à augmenter. Donc vous avez une répartition aussi ici des principaux types de gaz à effet de serre. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en tout cas, la trajectoire n'est pas du tout sur une baisse. Donc, il faut s'attendre en tout cas à avoir du coup une augmentation encore de température. Donc, si la poursuite des émissions de gaz à effet de serre va amplifier le réchauffement, et ici, ce graphique est là pour vous présenter finalement des différents scénarios qui sont menés au niveau du GIEC pour vous montrer que finalement, en fonction des trajectoires d'émissions de CO2, en fait, on a des trajectoires de réchauffement. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, en l'absence de mesures additionnelles, les politiques et engagements actuels de l'ensemble des pays pointent un réchauffement mondial de 1,5 degré en 2030, de 2 degrés en 2050 et de plus 3 degrés en 2100. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, au niveau de la France hexagonale et en Corse, on est sur des niveaux de réchauffement plus importants, avec du coup des trajectoires de réchauffement qui sont de 2 degrés en 2030, de 2,7 degrés en 2050 et de plus 4 degrés en 2100. Et c'est vraiment la trajectoire qu'a retenue la France pour préparer justement toute sa feuille de route nationale d'adaptation au changement climatique. Donc évidemment, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que tout réchauffement supplémentaire menace un peu plus la nature, l'environnement et les populations. Et souvent, quand on se dit, pour beaucoup en tout cas, c'est que finalement on se dit 1 degré en plus, c'est pas énorme. Ici, il faut retenir que chaque incrément de réchauffement supplémentaire présente des risques majeurs pour l'environnement et la santé humaine. Et ici, sur ce graphique, on voit donc un graphique qui illustre le nombre de jours par an où les conditions de température et d'humidité exposent les individus à un risque mortel. Donc on peut voir ici que justement pour des scénarios de réchauffement c'est le nombre de la morbidité, la mortalité liée à la chaleur qui va dépendre des différentes actions d'adaptation. Donc on voit effectivement le risque de nombre de jours qui augmente en fonction des différents scénarios. Donc tous les pays du globe seront simultanément affectés à des niveaux plus ou moins élevés, et qu'il va y avoir, du coup, en conséquence, un risque accru dont certains peuvent déjà être observés dans plusieurs régions du monde, et que ça, en ricochet, ça va impacter notre santé, notre sécurité alimentaire, notre approvisionnement en eau, etc. Quelques éléments donc, aussi que je trouvais intéressants à partager avec vous, c'est que les conséquences de ce réchauffement vont avoir pour effet une augmentation des événements extrêmes qui seront de plus en plus fréquents et intenses, et des chiffres qu'on a extraits aussi des travaux scientifiques au niveau international, c'est que les événements météorologiques extrêmes qui se produisent une fois tous les 10 ans avant l'intervention humaine seront, pour des scénarios à 1,5, 4 fois plus probables pour la chaleur. Enfin, du coup, ça présente en fait la probabilité que ces événements extrêmes se produisent suivant les différents scénarios. Et on voit donc une augmentation de la probabilité de ces événements extrêmes. Donc, par exemple, pour la chaleur, pour des événements de chaleur extrême, à 1,5, ils sont 4 fois plus probables. À des scénarios à 2 degrés, ils seront 6 fois plus probables. Et à 4 degrés, ils seront 9 fois plus probables. Donc, de toute façon, le réchauffement va avoir pour conséquence une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes, chaleur, faute de précipitation, sécheresse, etc. Donc, des événements extrêmes de plus en plus fréquents et intenses. Donc, ici, vous avez un extrait aussi de ce qui s'est passé en 2022, et on peut, en synthèse, retenir qu'en 2022, on a eu 3 vagues de chaleur, 33 jours de vigilance canicule, et qui a concerné donc 95% des départements concernés, et qui ont engendré, du coup, 2816 décès pendant les canicules. Mais ça se traduit également par une augmentation des incendies, avec en 2022 plus de 72 000 hectares qui ont été brûlés,
En termes de sécheresse, donc, en tout cas, il y a de plus en plus de communes. Donc, en 2022, une comptabilisation de 2000 communes qui ont été proches de la rupture d'approvisionnement en eau potable. En termes de grêle, on a justement une augmentation de ces épisodes avec donc souvent très très localisés et des conséquences dramatiques, en tout cas sur des zones de destruction des forêts ou des toits, etc. Et en termes de biodiversité, effectivement, on peut quand même déjà commencer à avoir une affectation, dégradation en tout cas de la biodiversité. Qu'en est-il pour la Bretagne? En fait, de façon assez générale ici, c'est d'après les travaux qu'on a pu concentrer au niveau Bretagne, on peut s'attendre en particulier à des vagues de chaleur de plus en plus fortes et de plus en plus intenses et fréquentes, des périodes de sécheresse plus longues, un risque de précipitations plus intenses et en particulier en hiver, et évidemment aussi une montée accélérée du niveau de la mer. Donc si vous êtes, on a dans notre bulletin 2022 pas mal détaillé tous ces événements-là. Et ce que je vous propose en fait ici, c'est évidemment toutes ces conséquences, tous ces éléments vont avoir des conséquences directes sur l'environnement et on peut déjà voir des impacts visibles sur la santé humaine. Et si on retrouve ce graphique, on peut voir que les épisodes caniculaires de 2022 ont engendré un excès de décès en Bretagne qui était de l'ordre de plus 168 décès qui ont été comptabilisés pendant cette année 2022. Donc, j'ai extrait quelques éléments du bulletin 2022 que vous pourrez reprendre aussi plus en détail si vous êtes intéressés. C'est du coup le message clé que la mer monte. Donc on a la hausse du niveau de la mer est inéluctable. Elle atteindra ou dépassera 2 mètres. La question n'est pas forcément de savoir si le niveau de la mer montera de 2 mètres par rapport au niveau actuel, mais c'est surtout de savoir quand cela va se produire. Donc évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes dans le calcul, mais le message est quand même clair sur la forte probabilité que cela se réalise. Au niveau des... alors, voilà, ça passe plus. Hop, je ne sais pas si... je suis bloquée, alors j'espère qu'il y a encore des piles. Je ne sais pas si on peut avancer le diapo pour moi. Petit problème de pile. Je pense qu'il y a un petit problème de pile. Ça y est, je crois. Ah, pardon. C'est bon. Voilà. Un deuxième, voilà, merci. Voilà, merci. Donc un deuxième focus, c'était sur la question des tempêtes, avec du coup donc les travaux qui ont été menés sur ce sujet montrent que leur trajectoire et leur intensité sont très variables et sont en partie liées à l'oscillation nord-atlantique. Et bon, évidemment, là aussi, on a une évolution future qui est encore incertaine. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en tout cas, on a, comment dirais-je, un risque en tout cas de voir augmenter ces événements de tempête type Ciarán de plus en plus importants au niveau de la Bretagne. Voilà. Et qu'il y a des risques combinés qui sont liés à la remontée du niveau de la mer et de fortes précipitations. Donc, en synthèse, pour la Bretagne, il faut vraiment s'attendre à une augmentation nette des températures moyennes et des épisodes chauds. Donc, c'est une tendance qui devrait se poursuivre de façon inéluctable, qui a vraiment un signal plus hétérogène pour les précipitations. Donc, il y a la légère hausse constatée et compensée par les températures ou un déficit qui tend à s'accuser en fin d'été. Les tendances des modèles hétérogènes, mais qui rendent plus probable la diminution des pluies d'été et une hausse en hiver. Et on peut quand même déjà voir de façon significative des impacts déjà importants sur la biodiversité, l'agriculture, le littoral et la santé. Et en ce qui concerne l'agriculture, on peut déjà noter des baisses de rendement agricole. Si on regarde un petit peu plus précisément, ou si on rentre un peu plus dans le sujet des impacts du changement climatique sur la santé. C'est ce que je vous propose du coup de continuer à déployer ici. Et ce qui me paraissait aussi important, c'est de partager avec vous les travaux qui sont, en tout cas les messages clés qui sont portés au niveau international par une commission spéciale du Lancet qui crie
que le changement climatique est la plus grande menace sanitaire planétaire à laquelle le monde est confronté au XXIe siècle, mais c'est aussi la plus grande opportunité de redéfinir les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. C'est-à-dire que finalement, en tout cas, les travaux scientifiques montrent qu'en remettant, en replaçant les questions sanitaires, on a probablement une possibilité aussi de peut-être accélérer la prise de conscience et l'action pour réduire ensemble les impacts du changement climatique sur l'environnement et la santé. Alors, on dispose aujourd'hui de nombreuses données probantes sur les risques des changements climatiques pour la santé et sur les différents mécanismes et voies d'exposition en jeu. Donc, c'est tout l'enjeu du travail que nous avons pour pouvoir être en capacité de bien identifier les facteurs sur lesquels on va pouvoir agir. Et on sait qu'il y a énormément de déterminants de santé et autres facteurs de situation comportementaux et organisationnels qui sont en jeu. Donc c'est ce que je vous propose de présenter ici. Donc il faut aussi, au niveau connaissances scientifiques, il y a énormément de publications et on voit de plus en plus justement la diffusion de ces connaissances qui est de plus en plus relayée dans la presse, au grand public et aux différents acteurs. Donc ici vous avez des extraits à la fois dans la presse nationale mais aussi dans la presse locale. Alors, comment, donc, ce que je trouvais intéressant ici, c'est de vous présenter aussi comment, donc l'importance de comprendre les mécanismes en jeu pour pouvoir comprendre comment le changement climatique impacte la santé, soit de façon directe à travers les épisodes d'événements extrêmes, soit de façon indirecte via différentes voies d'exposition et facteurs d'influence qui vont, donc des facteurs qui vont influencer la gravité et le type de risque. Donc pour cela, je vous propose donc de rentrer dans une représentation graphique que nous avons élaborée sur la base d'un certain nombre de travaux portés par des scientifiques pour vous montrer cela. Alors, ce graphique-là, comment il est organisé? Donc vous avez tout d'abord, du coup, en haut de la fiche, donc, une représentation des principales manifestations du changement climatique, donc à savoir le phénomène d'augmentation des gaz à effet de serre, qui va avoir pour conséquence une hausse des températures et par effet de ricochet un ensemble d'impacts qui vont se traduire par des événements extrêmes météorologiques et climatiques extrêmes de type tempête, inondations, sécheresse, etc. Et que ces en fait, manifestations du changement climatique vont avoir pour conséquence un certain nombre d'impacts potentiels sur la santé à travers différentes voies d'exposition, et tous ces mécanismes sont influencés par un certain nombre de facteurs environnementaux et socio-économiques qui vont avoir une influence sur la gravité et le type de risque. Je vais vous donner quelques exemples. Et ici, vous pouvez voir ici que parmi ces facteurs d'influence, en fait, l'accès et la qualité des soins, plus notre capacité à accompagner les personnes vulnérables et à gérer nos crises, va être un facteur d'influence extrêmement important vis-à-vis des impacts sur la santé. Alors, si je rentre un peu plus dans le détail, donc le changement climatique va avoir des effets directs sur la santé, notamment par une augmentation de l'exposition des populations à des épisodes de chaleur et un nombre croissant d'événements extrêmes. Donc ça va avoir donc, pour conséquence, en fonction des différents modes d'adaptation que l'on aura mis en place, des impacts directs qui vont se traduire par une augmentation des maladies qui sont liées à la chaleur, comme les coups de chaleur, la dégradation, la déshydratation, l'aggravation des maladies cardiovasculaires et respiratoires, des impacts directs en termes de blessures et de décès, et également, et ça c'est vraiment très important aussi de le souligner, des impacts directs sur la santé mentale, puisqu'on sait que l'exposition à des événements extrêmes peut provoquer des chocs post-traumatiques et engendrer sur du long terme de l'anxiété, des dépressions, etc. Donc ça c'est aussi un élément extrêmement important pour vous, les professionnels de la santé. Pour tous les autres risques, en fait, on va plus parler de risques, d'impact indirect, soit par des modifications de l'environnement. Par exemple, si je prends
un exemple. Du coup, on sait que l'augmentation des températures va en tout cas participer à renforcer les polluants de l'air, et donc on va avoir en conséquence un certain nombre de pathologies respiratoires qui vont être liées à la dégradation de la qualité de l'air. Si je prends un autre exemple, on sait que du coup le changement climatique va avoir pour conséquence une dégradation de la biodiversité et engendrer un certain nombre de modifications de répartition des maladies de vecteurs, et en conséquence, on a toute une liste d'impacts sanitaires liés. Donc en synthèse, peut-être ce qu'il faut peut-être garder en tête, en synthèse, ce sont, donc j'ai listé ici les principaux impacts sanitaires potentiels liés au changement climatique. Donc on a un risque d'augmentation des blessures et des décès et des impacts sur la santé mentale qui sont directement liés aux événements extrêmes que j'ai mentionnés. Une augmentation potentielle des maladies liées à la chaleur, telles que les vagues de chaleur qui deviennent de plus en plus fréquentes. Une augmentation potentielle des maladies liées à la pollution de l'air, telles que les pathologies que j'ai mentionnées, cardiovasculaires et cancers. Une augmentation des maladies liées à l'insécurité alimentaire et hydrique, par le fait que, du coup, il y a une augmentation des sécheresses qui vont affecter la production agricole. Et ça va, du coup, entraîner des risques accrus de malnutrition et de maladies liées à l'eau. Et enfin, un risque potentiel de voir une propagation augmentée des maladies vectorielles avec justement tout le risque lié au développement du moustique tigre et toutes les conséquences que ça peut avoir en termes d'impact sanitaire. Voilà, donc pour conclure cette partie sur les impacts sanitaires, je vous mets aussi à la connaissance donc, des éléments du rapport du Lancet Countdown, donc ce groupe de recherche spécifiquement intéressé à suivre comment le changement climatique impacte la santé, donc qui publie chaque année un rapport au niveau international, qui a dans son dernier rapport donc publié, qui suit en fait 47 indicateurs en lien avec la santé. Et j'ai ici sorti quelques extraits sur le fait que finalement le changement climatique provoque une hausse du nombre de personnes de plus de 65 ans mortes à cause de la chaleur, qui a augmenté de plus de 85% depuis les années 90. Et sans le changement climatique, il serait plutôt de 38%. Qu'il y a un nombre d'heures de travail perdues à cause des températures élevées de plus 42% entre les années 90 et 2022, ce qui engendre un manque à gagner énorme de 808 milliards d'euros. Qu'il y a une très forte augmentation des personnes qui se sont déclarées en situation d'insécurité alimentaire au niveau mondial, et ça c'est vraiment corrélé à la multiplication des vagues de chaleur et des mois secs. Et dans un scénario climatique à plus de 2% d'ici la fin du siècle, le nombre de morts en fait, annuels causés par la chaleur serait multiplié par 4,7. Donc ça, du coup, l'enjeu pour nous au niveau aussi au Conseil breton pour le climat, c'est de voir comment est-ce qu'on peut en tout cas s'approprier tous ces indicateurs et essayer au maximum de les contextualiser pour la région Bretagne, et c'est des travaux qu'on mène en tout cas en parallèle. Alors, les leviers d'action pour réduire les impacts du changement climatique, donc j'en ai fait un peu une synthèse, et puis j'ai essayé en tout cas de faire un petit focus aussi sur le rôle des professionnels de santé. Donc évidemment, on aura tous bien compris qu'il y a une urgence d'agir pour garantir un avenir viable et durable, puisque vous aurez compris que finalement, même si on réduit nos gaz à effet de serre, on est en train de subir un réchauffement, donc il va falloir s'adapter. Donc en termes d'action, donc il y a évidemment le message porté et relayé, et que vous entendez certainement régulièrement, sur la nécessité d'opérer impérativement une réduction radicale, rapide et durable de nos émissions de gaz à effet de serre, et qu'il y a une importance d'agir dans tous les secteurs simultanément. Donc pour cela, une première étape, c'est vraiment d'être aussi au fait des principaux, et de connaître en fait les principaux secteurs d'émissions et ceux qui sont les plus émetteurs. Donc ici, c'est juste pour vous illustrer finalement qu'au niveau national, on sait quels sont les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc en France, c'est les transports qui sont le secteur le plus émetteur. On a l'industrie et l'agriculture, ainsi que les bâtiments qui sont parmi les secteurs les plus émetteurs.
Et en Bretagne, c'est essentiellement finalement l'agriculture et les transports qui sont également fortement émetteurs de gaz à effet de serre. En ce qui concerne le secteur de la santé, il y a des travaux en cours, notamment portés par le Shift Project, qui s'occupe vraiment à aider, à soutenir la décarbonation du secteur de la santé, avec mise à disposition d'un certain nombre d'outils. Et d'après un certain nombre de calculs, du coup, les émissions de gaz à effet de serre représentent environ 8% de l'empreinte carbone en France pour le système de santé. Donc il y a de plus en plus d'outils qui sont mis à disposition. Deuxième levier important, c'est l'importance aussi de se concentrer davantage sur les mesures d'adaptation, donc se préparer à subir ce réchauffement, donc en privilégiant les solutions équitables, l'importance aussi de dégager davantage de moyens humains, de formation et financiers évidemment, et de renforcer les technologies et la coopération internationale. Et alors ici c'est pour vous montrer, pour illustrer aussi, c'est un support que j'ai extrait des éléments du Haut Conseil breton pour le climat qui représente l'accroissement de besoins d'adaptation en France, avec sur les trois premières barres, ce sont vraiment les conséquences sanitaires, sociales et économiques des canicules et des sécheresses donc, depuis 2011. Et on peut voir vraiment donc, une augmentation notamment des canicules et des décès entre 2011 et 2023, avec un pic en 2022. Une augmentation du nombre de communes reconnues en état de catastrophe naturelle par exercice au titre du retrait gonflement des sols argileux, et une augmentation des coûts des dommages aux bâtiments causés par la sécheresse des sols par le dispositif Carnat ici. On a en parallèle aussi donc, justement toute une stratégie de développement de plans de mise en œuvre pour répondre à ces conséquences. Mais là aussi, c'est tout un travail en cours. Et puisque pour le professionnel de santé, justement, ce qu'on a pu voir ce matin en ce qui concerne le domaine santé. Donc il faut s'adapter sans renoncer à atténuer. Donc, et adapter la France, c'est réduire notre vulnérabilité face aux impacts du changement climatique en assurant évidemment la protection des personnes, la préparation des territoires, la résilience de l'économie, la préservation des milieux naturels et du patrimoine. Et atténuer, c'est diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et ces deux volets, bien sûr, vont ensemble et sont vraiment indissociables. Et aujourd'hui, on avait un peu tendance à sectionner, en tout cas à cloisonner les actions, et c'est vraiment de réfléchir tout ça de façon simultanée. Donc, nécessité de penser conjointement l'action l'action d'atténuation et d'adaptation en évitant la maladaptation. Donc, pour pouvoir être en capacité de le faire, là aussi, il y a un enjeu majeur de comprendre tous ces concepts. Donc, peut-être que du coup maintenant pour vous c'est clair, mais ça ne l'est pas toujours. On a un peu tendance à mélanger les processus et les phénomènes. Donc la question de l'atténuation, c'est vraiment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation vise vraiment à se préparer à diminuer les conséquences négatives de ce réchauffement. Et la maladaptation, c'est vraiment donc un concept en fait peut-être encore un peu mal diffusé ou mal compris. Donc on utilise le concept de maladaptation pour désigner un changement opéré dans les systèmes naturels ou humains qui font face au changement climatique et qui va conduire à augmenter la vulnérabilité au lieu de la réduire. Donc par exemple, typiquement, quand on va installer un système de climatisation pour répondre à un phénomène de réchauffement, on est vraiment dans une solution de maladaptation. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire pour gérer une crise, mais il faut le penser dans le temps de façon à pouvoir voir à long terme quelles sont nos alternatives à ces climatisations, sachant que la climatisation va participer à augmenter l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc tous ces concepts sont quand même bien à maîtriser de façon à pouvoir justement s'inscrire dans la durée et mettre en place des réponses adaptées aux enjeux du changement climatique. Donc,
Autre levier d'action, hein, c'est aussi de connaître, d'être au fait sur les différents facteurs d'influence, donc savoir où sont nos leviers au niveau du territoire. Donc là, je parle de façon très générale. Hein. Qui sont les acteurs à mobiliser, quelles sont les échelles d'intervention, et savoir préparer au mieux donc, les moyens nécessaires. Et évidemment, vous êtes largement concernés puisqu'il est largement reconnu de l'importance majeure des professionnels de santé comme étant un facteur d'influence pour minimiser l'impact sur la santé. Et pour nous, il y a vraiment un enjeu majeur de vous impliquer encore plus activement dans la lutte contre le changement climatique à travers les différents leviers, que ce soit l'atténuation et l'adaptation, et évidemment sur la gestion de crise, qui est l'objet de cette rencontre aujourd'hui. Donc j'ai un petit peu regardé dans la littérature scientifique de façon que je résume ici de façon très courte, hein, c'est les enjeux et le rôle des professionnels de santé dans la réduction des impacts sanitaires. Donc il y a consensus large sur le rôle majeur des professionnels de santé pour accélérer la réduction du changement climatique et des impacts, parce que les acteurs de santé, vous êtes des acteurs de grande confiance pour les personnes, aussi bien les patients que les décideurs, que vous avez une responsabilité importante en termes d'éducation et de plaidoyer auprès des patients et des décideurs, parce qu'il y a de nombreux co-bénéfices santé, environnement, climat, qu'on pourra éventuellement repréciser, mais en tout cas ça c'est bien montré. Quand on agit pour le climat, indirectement, enfin la lutte contre le climat va aussi participer à agir pour la santé. Et ça, quand on est, un médecin, quand il est en consultation, peut aussi du coup mieux se saisir de ces enjeux du changement climatique pour participer à la réduction des impacts sur la santé. Et donc on a au niveau aussi recherche besoin d'encourager les publications scientifiques pour identifier quelles sont les interventions qui devraient être prioritaires, considérant que l'association des problèmes de santé dans le changement climatique et environnemental est largement reconnue comme un levier efficace pour le changement et même accélérer un certain nombre de transformations des pratiques au niveau collectif et individuel. L'OMS aussi se penche beaucoup sur cette question du rôle des professionnels de santé et donc a récemment présenté un cadre pour la mise en place de systèmes de santé à faible émission de carbone et résilients face au changement climatique. Donc vous allez, si vous le souhaitez en tout cas, regarder ça plus en détail sur leur page web. Et en parallèle, donc j'ai extrait ça pour aussi montrer que l'OMS milite pour qu'il y ait plus de représentation des professionnels de santé dans les négociations sur le climat, donc en vue de la COP 2029 qui s'est produite. Mais à terme, en tout cas, nous, ce qu'on a pu voir dans nos travaux, c'est que la place de la santé prend de plus en plus de place, mais elle a encore besoin, en tout cas, d'aller plus insister pour rentrer à la table des négociations. Et puis, donc, du coup, il y a aussi donc, le message que plus de 40 millions de professionnels de santé exige des mesures audacieuses dans le domaine de la santé et du climat à la COP 28 donc, qui s'est déroulée en 2023. Donc, ah oui, et ça c'est aussi, je trouve intéressant, parce que ça donc je vous ai présenté tout à l'heure un graphique des liens entre changement climatique et santé. Des graphiques de ce type, il y en a plein. Et ce que je trouve ici, je trouvais intéressant celui-ci, donc c'est celui qui est proposé par l'OMS et qui désigne aussi vraiment de façon bien ciblée les équipements et les systèmes de santé comme vraiment étant aussi impactés largement par tous ces effets-là. Au niveau national et politique, on va quand même aussi pointer le fait qu'il y a quand même de nombreuses solutions efficaces qui sont à notre portée de main donc, et qui sont en cours, et on le voit encore à travers votre journée et ce qui a été exposé ce matin. Donc tout l'enjeu, c'est de réussir à les coordonner, à les mettre en place, se donner les moyens de nos ambitions. Donc ce que je retrace ici, c'était juste pour vous illustrer, ce n'est pas du tout exhaustif, mais de vous montrer qu'au niveau national, en tout cas, il y a toutes les réflexions qui sont menées à travers la mise en place du plan national d'adaptation au changement climatique, donc le PNAC, qui est actuellement en cours et qui est élaboré à partir d'une trajectoire à plus 4 degrés, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Que ces planifications nationales sont donc transposées au niveau
régionales à travers différentes politiques, notamment la stratégie régionale d'adaptation au changement climatique qui est en cours et auquel, du coup, le Haut Conseil va aussi participer largement. Et je pointais aussi le fait qu'il y a eu un avis qui est disponible sur notre site internet sur cette feuille de route régionale pour l'adaptation de la Bretagne au changement climatique. Et au niveau plus local, en fait, toutes ces politiques sont déclinées dans différentes politiques régionales et locales. Donc j'en ai cité quelques-unes ici. Donc le STRADET, qui est le schéma de cohérence d'aménagement environnement des territoires, le plan régional santé-environnement, le plan régional santé, le plan régional santé travail, etc. Enfin, du coup, tous les plans encore un peu trop cloisonnés, mais en tout cas, il faut que tous ces plans s'en saisissent. Et après, au niveau encore plus local, on a des plans du type le plan climat, air, énergie, le contrat local de santé. Donc, en conclusion, ce qu'il faut peut-être retenir ici comme message clé, c'est aussi de se dire, on a tout un concept qu'on porte, nous, en santé publique, qui est la santé dans toutes les politiques. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse évoluer par la santé, le climat et la préservation de la biodiversité dans toutes les politiques. Donc ça fait écho au concept de une seule santé ou en elle que vous connaissez, mais c'est vraiment le message de se dire il faut vraiment qu'on travaille bien en intersectorialité, en interdisciplinarité. Donc on sait qu'en théorie, c'est ce qu'il faut faire, en pratique, c'est un peu plus compliqué, mais on voit qu'à travers ces différentes initiatives, progressivement, on y arrive. Et donc, il faut oser aussi pouvoir sortir de son champ de compétences pour aller confronter les autres secteurs et puis vraiment rentrer dans un dialogue pour mieux se comprendre et donc optimiser nos actions. Donc, en conclusion, alors évidemment, j'ai sélectionné quelques points clés, mais vous en aurez probablement d'autres. Retenir que le changement climatique n'est pas un risque spécifique, c'est un exacerbateur des risques existants. Donc, sans le changement climatique, de toute façon, on doit gérer des problématiques, des risques, mais que le changement climatique vient les exacerber, et ça, il n'y a pas de débat. Que les événements extrêmes seront de plus en plus intenses et fréquents, avec une augmentation des risques sanitaires liés au changement climatique, et ce qui va avoir des répercussions sur les systèmes de santé, d'où l'importance de se préparer et de s'y adapter. Que finalement, ce qui est pointé aussi, c'est que l'impact aujourd'hui est relatif. Donc ça, c'est un message important, mais que c'est un risque majeur à venir dans un futur plus ou moins proche, et qu'évidemment, il y a urgence à s'y préparer, et votre rôle est majeur. Et en termes de message aussi positif, c'est qu'il existe quand même de nombreux co-bénéfices pour la santé des populations qui découlent des politiques d'atténuation et dégradation environnementale. Donc on a vraiment besoin de penser l'action santé en articulation et en complémentarité avec les actions environnementales et de préservation de la biodiversité. Voilà, donc c'était pour terminer donc ma présentation, donc le message, la nécessité d'agir vite et fort pour la santé et le climat, que chaque acteur du territoire, on travaille beaucoup avec les collectivités, notamment, ont un rôle à jouer, mais surtout et aussi le rôle majeur que vous avez en tant que professionnel de santé dans l'action climat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ruehl-Legal, pour cette présentation passionnante qui va sûrement faire l'objet de plusieurs questions dans la salle. Donc, il y a des micros à disposition. Je partagerai le mien si besoin. Moi, je retiens d'ores et déjà une chose dans ce que vous avez présenté, c'est que, évidemment, tout ça est anxiogène, parce qu'on l'a tous ressenti pendant la présentation et on le vit au quotidien, mais c'est aussi une façon de saisir des opportunités. Ça ne sert à rien de faire l'autruche, on voit bien, c'est maintenant un fait accompli et démontré scientifiquement. On voit la tendance et la perspective de cheminement qui est la nôtre. Pour autant, c'est une manière, vous l'avez dit, de revenir sur des choses comme les inégalités de santé, de retravailler des déterminants de santé publique et de se saisir davantage de problématiques de santé publique qui sont les nôtres. C'est aussi la manière pour la Bretagne, peut-être, de revoir le modèle d'agriculture intensive qui a cours maintenant dans l'Ouest depuis plus de 50 ans et qui a des retombées majeures en termes d'alimentation et de santé publique sur les populations bretonnes. Sans compter les effets sur l'environnement.
Donc moi, je retiens qu'il y a une double valence, évidemment, côté noir et aussi un côté positif, en tout cas sur lequel il faut qu'on soit positif, volontaire et combatif, et la santé a son rôle à jouer, que ce soit sur la gestion des crises, des événements extrêmes, mais aussi en santé publique plus globalement. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, une, ou deux plutôt. Donc Anne Béchu, directeur de la clinique de Cesson. Je suis là. Ok, pardon. Oui. Établissement de santé MCO, enfin médecine, chirurgie et urgence. Alors ça n'a rien à voir. Moi j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il n'y a pas un scénario non plus de refroidissement qui serait lié au Gulf Stream notamment, hein, qui a priori se ralentit. Donc est-ce qu'il y a aussi ça 2024 a été une année froide. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi ce type de scénario? Mais peut-être que c'est météorologique et pas climatologique. Et ma deuxième question, c'est la France n'est pas si mauvais élève, me semble-t-il. Donc est-ce que nos efforts ne seraient pas en réalité annulés par d'autres acteurs sur la planète qui seraient en réalité moins regardants sur la protection de notre environnement? Alors, merci à vous. Et puis merci, c'était vraiment effectivement passionnant et un peu angoissant. Alors, en plus, j'ai effectivement le côté un peu anxiogène. Alors, évidemment, il y a un message, même si on essaye aussi de porter des messages positifs. Donc, en tout cas, on progresse, mais effectivement, c'est aussi alarmant. Je réponds peut-être à votre deuxième question, déjà pour commencer, sur la France. Effectivement, la France fait partie, en tout cas, des pays des accords de Paris qui est plutôt sur des tendances de diminution. Mais la problématique du changement climatique, c'est que la France toute seule n'y peut rien et que s'il n'y a pas une action concertée sur l'ensemble des pays, on va quand même subir, nous, au niveau local, les effets. Mais vous avez raison, on est comment dirais-je, quand même parmi les pays qui diminuent. Mais voilà, ça, c'est pas un message qui est satisfaisant au niveau global. Donc il y a un enjeu, effectivement, pouvoir vraiment peut-être repousser aussi, retravailler autour des accords. Hein. Les COP sont faites pour ça, pour pouvoir ensemble discuter et donner envie de donner les moyens aux différents pays d'être sur cette trajectoire. Mais encore, il y a beaucoup de parcours à faire. Pour votre première question sur le refroidissement, alors du coup, mon collègue, en tout cas climatologue du réseau, aurait été beaucoup plus à même de répondre. Je ne suis pas en train d'esquiver la question, puisque, alors, je rectifie juste, l'année 2024 n'a pas du tout été la plus froide. Elle a été bien au contraire la plus chaude au niveau planétaire. On ne l'a pas ressenti en Bretagne du tout. C'est aussi, ça témoigne bien justement de l'hétérogénéité des impacts à une échelle pouvant aller, qui est assez fine, parce que du coup, dans le sud de la France, si, ils ont eu des canicules. Donc en Bretagne, on ne l'a pas ressenti. Donc sur les scénarios de refroidissement, je ne suis pas à même de vous répondre au niveau GIEC, etc. Ce qu'on peut-être que je n'ai pas du tout mentionné, c'est peut-être le rôle des aérosols comme étant du coup des molécules qui vont avoir pour effet de refroidir le climat, et que le fait de participer à une amélioration de la qualité de l'air et une diminution des aérosols, finalement, on pourrait se dire qu'on est en train de participer à réchauffer le climat. Si c'était aussi simple que ça, on le dirait clairement. Or, il y a pas mal de travaux sur justement le rôle, le mécanisme des aérosols. De façon générale, on peut dire que ce sont des éléments qui vont refroidir le climat parce qu'ils vont plus refléter en fait l'énergie reçue du soleil. Mais dans les détails, quand on regarde les travaux, c'est pas du tout si simple que ça. Donc, il y a des scénarios de refroidissement. Et pour le Gulf Stream, je ne suis pas assez experte pour vous répondre, mais vous pourrez tout à fait, en tout cas, regarder dans le bulletin et puis échanger avec les personnes compétentes sur le sujet. Voilà. Bonjour, Thomas Stéphane, je suis directeur de l'EHPAD du CCS de Lorient. Vous nous expliquiez qu'on allait avoir une augmentation du nombre d'épisodes et de durée d'épisodes caniculaires, l'impact que ça a sur non seulement la santé, mais la qualité de vie. Vous nous indiquiez également des chiffres d'augmentation de décès liés notamment à ces épisodes caniculaires chez les plus de 65 ans. C'est l'âge qui va correspondre à peu près au départ à la retraite, qui pour bon nombre de personnes est un changement de mode, voire de lieu de vie.
Peut-on envisager le fait qu'il y ait une migration de ce type de public vers les régions du sud de la France, vers les régions du nord, dont la Bretagne? En tout cas, c'est pas à exclure, mais c'est difficile de vous répondre. En tout cas, effectivement, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Du coup, pourquoi pas. En tout cas, s'il y a un risque, les déplacements de population au niveau international peuvent aussi très bien se produire au niveau national. Après, sur les questions justement et pour aussi avoir un message positif, c'est qu'en termes de solutions, on en a, et donc sans que ça soit des solutions de maladaptation telles que la clim, mais on a énormément de travaux, et notamment qu'on porte, nous, en santé et environnement, sur le rôle, par exemple, de la nature ou de rafraîchissement des villes, pour pouvoir justement diminuer, en tout cas, les impacts du réchauffement au niveau local et des villes à travers les solutions basées sur la nature. Mais on montre que l'efficacité de ces solutions techniques à travers la renaturation des villes a quand même ses limites, puisque à des réchauffements à 4 degrés, on n'est plus efficace, mais à 2, on montre un certain nombre en tout cas, d'efficacité. Donc voilà. Bon. Alors, pas d'autres questions? HCBC, là. Eh bien, si vous tapez sur notre site internet, vous faites Haut Conseil breton pour le climat, Bretagne, pour pas tomber sur la banque. Du coup, vous retombez sur notre site et vous avez accès à tous nos bulletins. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais tout est mis à disposition. Et puis, n'hésitez pas aussi, on informe sur nos forums. Donc, ces forums en présentiel sont aussi l'occasion de pouvoir échanger. Et moi, en tout cas, je serais vraiment très ravie qu'il y ait une représentation des acteurs de la santé dans tous les forums, même si a priori on pense qu'on n'est pas concerné. Le prochain va se dérouler à Saint-Brieuc sur la question de l'agriculture, mais à travers ces thématiques, en fait, on parle de l'impact sur la santé des populations, et notamment, spécifiquement, dans le bulletin, on va regarder aussi l'impact sur la santé des agriculteurs et de leurs familles. Voilà. Alors, si je peux me permettre, je ne crois pas. Enfin, bien sûr, il y a un enjeu majeur, mais en tout cas, alors pas tout le monde, mais du coup, il y a quand même un enjeu majeur, et c'est ce que j'ai en tout cas essayé de mentionner aussi à la fin de mon intervention, c'est que les professionnels de santé doivent aussi participer à aider à anticiper à travers tout le lien particulier que vous avez avec les patients et les acteurs les politiques, parce que vous avez une relation de confiance et une écoute particulière auprès de tous ces publics-là. Donc, en se formant sur ces enjeux et en travaillant vraiment la question des co-bénéfices, quand on est en face avec nos patients qui a une problématique liée, je sais pas, avec des gros traits sur des problématiques liées à un manque d'activité physique, eh ben, participer à lui dire que promouvoir son activité physique ou augmenter, ça participe aussi à des actions qui permettent de réduire les gaz à effet de serre, ben ça participe à la prise de conscience, et du coup, on est vraiment dans des mouvements. Donc évidemment, là, en plus gestion de crise, on est vraiment sur gérer la crise, mais bien sûr que les professionnels de santé ont aussi un rôle à jouer en amont, à travers, ne serait-ce que déjà en tant qu'individu et en tant que professionnel. Et nous, à l'EHESP, du coup, on a quand même la chance de pouvoir voir passer un certain nombre de stagiaires, d'étudiants, de professionnels. Et en tout cas, de ce que je peux observer, c'est que de plus en plus, nous faisons des introductions à tous ces enjeux-là. Et je vois l'intérêt, sinon on arrêterait de faire des cours, mais en tout cas un besoin de former, d'acculturer à minima aux mécanismes, parce que la question du climat, c'est tout le monde en fait qui a un rôle à jouer. C'est pas juste la question des climatologues ou des autres spécificités, c'est tous les acteurs qui ont un rôle à jouer. J'ajoute qu'on a des responsabilités sociales et environnementales. Complètement. Le bâtimentaire, passer les chaudières, passer les fenêtres, tout ça, effectivement, ça contribue à baisser les gaz à effet de serre. Moi, j'ai juste quelque chose qui me branche impatient. C'est s'agissant des labos, des industriels, on voit ce qu'on dépense en emballage. On est passé en tisser une soie de tenue, là, on l'a fait.
pour ces raisons-là, d'ailleurs. Des raisons aussi économiques. Donc, moi, j'aime en réalité le tisser que l'intissé. Mais on invite la loi Elan de toute façon. L'agence a aussi des crédits pour ça. En termes de chef d'établissement, on est très sensibilisé. On le fait tous. C'est notre intérêt aussi de dépenser moins en énergie. Oui, tout à fait. Donc c'est tout le levier en fait de la participation du système de santé dans l'atténuation. Ouais. Si vous permettez, Nathalie Leformal, directrice de la santé publique, en écho, je n'ai pas repéré qui évoquait le positionnement des professionnels plutôt en aval et pas en amont. Je voulais vraiment conforter le propos d'Anne-Rouet Le Gall et dire que c'est une orientation de notre politique régionale de santé à l'agence qui est inscrite dans le plan régional de santé, qui est inscrite également dans les mêmes termes dans le plan régional santé-environnement, parce qu'effectivement cet enjeu de la prise en compte du changement climatique est intégré dans ces deux plans, et on a, et toutes les régions ne sont pas mobilisées de la même façon, on a également mis en place depuis 2022 un réseau d'accompagnement à la transition énergétique et écologique en santé, le réseau TES, qui est notamment animé par le GCS Achat Santé et Frédéric Marchand, qui est le coordonnateur régional, je ne sais pas si vous le connaissez. Et derrière, dans cette démarche de transition d'accompagnement de la transition énergétique et écologique en santé, on a la représentation des trois secteurs, les trois composantes du système de santé, et il y a tout un tas de projets qui traduisent l'engagement des acteurs de santé sous l'impulsion de l'agence, mais également maintenant l'assurance maladie est à nos côtés pour porter ces enjeux-là. Et il y a tout un tas d'initiatives autour de l'engagement des maternités en santé environnement. Il y a eu, on lance le sujet nature et santé. Il y a eu un webinaire au mois de décembre qui a réuni aussi pas mal de monde. Il y a des démarches sur l'accompagnement de vos structures sur les sujets énergétiques. Voilà, donc je voulais vous indiquer qu'il y a une politique très volontariste en amont et pas seulement dans la gestion des impacts SSE. Et on voit bien que ça devient un sujet extrêmement transversal qu'on retrouve dans toutes nos politiques métiers au sein de l'ARS et qui du coup vous mobilise également. Il y a une question. Il y a encore une question. Oui, bonjour, Michael Perderoux, centre hospitalier Guillaume Régnier, responsable sécurité et environnement. Donc moi j'aurais une question plus pour l'ARS. Sur le plan régional, quelle est la part des établissements qui ont réalisé leur bilan de gaz à effet de serre, et notamment incluant le scope 3 ? Alors je répète que je n'ai pas la réponse en presse-bouton pour vous donner un taux ou pour vous donner un nombre. Voilà, j'avoue que je ne l'ai pas sous la main. Pas d'autres questions ou interventions? Juste une remarque. Je suis une écologiste convaincue de longue date, sauf que là, ce que vous nous dites, c'est très positif. Malheureusement, au niveau national comme au niveau international, et ce sont les grands leviers qui nous permettront d'agir, on est loin. Parce que le ministère de la Santé et le ministère lié, comment est-ce qu'on a dit, sur l'écologie, ne travaillent pas ensemble pour l'instant. Donc, qu'on commence par là-haut, le ruissellement, c'est du haut vers le bas et pas du bas vers le haut. Et c'est fort dommage. C'est tout l'enjeu de l'interdisciplinarité. Bon.
Il y a quand même toute la déclinaison en région, sous l'égide des préfets de région, du chantier de la planification écologique qui mobilise quand même de façon très intersectorielle. Et l'objectif, c'est réellement la réduction des gaz à effet de serre. Et voilà, il y a quand même ces démarches-là qui sont certes portées par le ministère de la Transition écologique, mais c'est très interministériel, et notamment dans le portage régional. C'est vrai que la traduction locale, enfin l'interdisciplinarité, se met quand même, en tout cas on voit quand même beaucoup d'initiatives hyper intéressantes, ne serait-ce que le PRSE, pour le citer que le PRSE, mais toute cette volonté de travailler en, du coup, santé, environnement, mais plus à l'échelle locale, du coup. Bien, écoutez, il nous reste à vous remercier pour cette présentation.